Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Tout Foot, une chaîne qui, comme le nom l'indique, va parler essentiellement de football. Bon, on pourra peut-être étendre le sujet plus tard, mais concentrons-nous d'abord sur le ballon rond. Alors, tout d'abord pour commencer, je me présente, je suis étudiant, je m'appelle Hugo, et je vais, dans cette première vidéo, vous donner mon pronostic pour la saison 2017-2018 de Ligue 1. Qui sera champion, qui va se qualifier dans les Coupes d'Europe, qui va finir en milieu de tableau et qui va descendre. Bien voilà, je vais vous donner mon pronostic. Sachez déjà que au moment où la vidéo sort, au moment où je tourne la vidéo, pardon, on est à quelques encablures, quelques heures du match Monaco-Toulouse et donc de l'ouverture de cette saison de Ligue 1. Ensuite, désolé pour la qualité sonore visuelle et puis même la qualité générale de la vidéo. Bon, je commence. En plus, je tourne pour le coup avec un appareil qui est un petit peu dépassé, on va dire. Donc voilà, j'espère que vous m'en tiendrez pas trop rigueur et puis je m'améliorerai, j'espère, peu à peu au fil des vidéos. Bien, on va commencer tout de suite par la Ligue 1, le pronostic du champion. Avec une grande surprise, je pense que le Paris Saint-Germain sera champion de France. Pourquoi ? D'abord, il y a le recrutement de la superstar Neymar, qui est un joueur qu'on n'aurait pas imaginé voir il y a quelques mois, voire même quelques semaines en Ligue 1. Voilà, il est chez nous. Paris a dépensé 222 millions d'euros pour le recruter. Il y a également le recrutement de Dani Alves. Bon, c'est quand même un recrutement brésilien prometteur. Mais est-ce que ça va suffire pour aller loin en Ligue des Champions ? Je ne crois pas. Regardez le Real, le Barça, la Juve, les équipes qui vont loin en Ligue des Champions, le Bayern, qui vont plus loin que le PSG. Ils ont mis quand même plusieurs années avant de réatteindre le top niveau. Il faut une cohésion d'équipe. Là, Paris change pratiquement 3-4 joueurs tous les ans dans son type, ce qui n'est pas forcément le cas de la plupart des grands clubs. Donc voilà, Paris devra peut-être attendre d'avoir un peu de stabilité avant d'aller plus loin en Ligue des Champions. Dans l'état actuel, un quart ou une demi-finale, ce serait déjà pas mal, surtout une demi, vu que Paris, depuis l'arrivée des Qataris, n'a jamais dépassé les quarts. Cette année, c'est pire, ils se sont arrêtés en 8e. Le problème aussi de cette année, c'est qu'ils n'ont pas été champions de France. Et du coup, ils vont se montrer assez revanchards, je pense, notamment Unai Emery, qui s'est fait pas mal bâcher par les observateurs. Donc il va vouloir peut-être prendre sa revanche cette année. Après ce que je vois Paris écraser le championnat, je suis pas sûr. Franchement, déjà, avec la venue de Neymar, ils vont être obligés de vendre des joueurs. Les Krikoviak, Rezé, Matuidi qui étaient des solutions de banc, voire même pour Matuidi un titulaire indiscutable du PSG depuis plusieurs années. Donc voilà, Paris va devoir miser à fond sur la formation et ça fait un petit peu peur, sachant que la plupart des jeunes pépites du centre de formation du PSG sont partis pour tenter leur chance ailleurs. Et là, peut-être que Paris va s'en mordre les doigts et va être obligé certainement de lâcher du lest, donc soit en championnat, mais c'est risqué, soit en coupe. Je ne pense pas que Paris refera un triplé, un quadruplé si vous comptez le trophée des champions, effectivement. Enfin bon, c'est pas pareil. Donc il n'arrivera pas à faire un triplé cette année, je ne pense pas réellement. Bien, ensuite on va passer à l'AS Monaco. L'AS Monaco qui a perdu Bernardo Silva, qui a perdu Mendy, qui pourrait perdre des joueurs comme Mbappé, Lemar ou Fabinho, même si ce dernier est plutôt parti pour rester, les deux autres. Pas sûr qu'il reste, même si je pense que Monaco aurait tout intérêt à regarder au moins un des deux. Alors, bien évidemment, ces feuilletons ne sont pas la meilleure façon de démarrer un championnat, surtout quand on a Mbappé qui a des velléités de départ. Je ne sais pas au moment où je vous parle s'il sera titulaire ce soir. Peut-être que ce sera ses adieux à Monaco, ou peut-être que ça va le faire changer d'avis et lui donner envie de rester dans notre championnat. Bon, pour le reste de l'équipe, il y a... c'est du solide, Subasic, c'est le meilleur gardien de Ligue 1 selon moi.
Glick, c'est presque le meilleur défenseur de Ligue 1. J'ai pas d'autres noms qui me viennent en tête qui soient plus forts que lui, au moins sur la saison dernière. Après Tillmans, c'est un grand espoir du foot mondial, donc avec cette équipe, Monaco peut très bien espérer la deuxième place et voir titiller le PSG, c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Pour la troisième place, je pronostique l'Olympique de Marseille. Marseille qui a connu plusieurs saisons difficiles, même si l'année dernière c'est un petit peu mieux allé, mais bon, la cinquième place, c'est quand même pas trop en rapport avec les ambitions de Franck McCourt et compagnie, ni trop des supporters marseillais, je pense. Du coup, Marseille a fait un recrutement cohérent, un recrutement expérimenté. Mandanda, Rami, Germain et Luis Gustavo. Donc, pour les 3 joueurs du secteur défensif, ça a dépassé la trentaine et Germain s'en approche un peu. Bon, du coup, est-ce que ça suffit à finir sur le podium? Je pense, parce qu'il y a de la qualité. Franchement, Germain, c'est quand même un très bon avant-centre de Ligue 1. S'il est mis en confiance, je pense qu'il peut claquer au moins autant que Gomis l'année dernière. Sachant que on a Luis Gustavo pour tenir la baraque au milieu de terrain défensif. Qu'on a les jeunes Lopez et Sanson. Alors si Lopez confirme sa belle première partie de saison, ça pourrait envoyer vraiment du lourd du côté du Vélodrome. Donc voilà, Marseille a un effectif cohérent. Après la défense fait peut-être un petit peu peur avec Evra qui est vieillissant, Rolando qui est moyen la plupart du temps, et Sakai qui est un défenseur latéral correct, mais bon, c'est pas la panacée non plus. Je pense qu'avec ce 11, Marseille peut viser la troisième place. Ça me paraît légèrement supérieur au club dessous, mais par rapport à Monaco et Paris, il manque peut-être la superstar qui est capable de faire la différence, le Neymar, le Mbappé ou les Mar. À Monaco, vous avez le choix. Enfin, à Paris aussi, bien entendu. En quatrième position, les Niçois. Alors, les Niçois qui ont gardé une ossature par rapport à l'année dernière. Nice qui s'est qualifié en Ligue des Champions contre l'Ajax d'Amsterdam. Donc, Nice a fait le tour de force déjà de garder Balotelli, qui a été le meilleur buteur du club l'année dernière. C'est quand même un beau coup, 15 buts en 23 matchs. S'il confirme et s'il joue un peu plus la saison prochaine, on a peut-être l'un des meilleurs buteurs de Ligue 1 de la saison prochaine. Où il peut très bien bider. On connaît Balotelli, il est capable de tout comme de rien. Ensuite, il y a Jean-Michel Seri, l'un des meilleurs milieux de, si ce n'est peut-être le meilleur milieu de terrain relayeur de Ligue 1. Il a tout bonnement un niveau stratosphérique. Il suffit de regarder son match contre l'Ajax, enfin ses 2 matchs contre l'Ajax. Est-ce que Nice va réussir à le garder? C'est l'interrogation. J'espère vraiment pour la Ligue 1 et puis pour le club niçois. Mais je suis un peu négatif pour le coup. Je pense que si Seri reste, Nice peut très bien refinir 3ème. Mais si Seri part, bon, il y a de quoi le remplacer derrière, mais c'est pas du même niveau. Les Lusamba, Walter, Koziello, Makengo, bon, ça reste à un très bon niveau, mais c'est quand même pas tout à fait la même chose. D'autant plus que Koziello pourrait partir de l'OGC Nice, donc voilà, ce serait une grosse perte pour Nice, d'autant plus s'ils perdent et Koziello et Seri, il va peut-être falloir reconstruire le milieu de terrain, comme ils ont dû reconstruire la défense, avec le départ qui n'est pas encore acté, mais qui va l'être, de d'Albert, celui de Ricardo Pereira à côté droit, et enfin en défense centrale, le départ libre de Paul Bass, qui est un peu dommageable quand même si Maxime Le Marchand peut très bien tenir la baraque. Puis après, Nice devrait peut-être également se pencher sur la question du gardien. J'ai rien contre Cardinal, mais il a prouvé qu'il n'était pas forcément au niveau des attentes du haut niveau européen. Bien, à la 5ème place, je vais décevoir les supporters de Lyon. Je ne les vois pas mieux que 5ème. Pourquoi? Eh bien, comme le rival stéphanois que j'ai classé plus bas, un peu plus bas, voire même bien plus bas. L'Olympique Lyonnais est dans une période de transition. Voilà, on ne perd pas des joueurs comme Tolisso, Lacazette et Gonalon, sans compter Valbuena et Mamana. Donc voilà, 5 joueurs titulaires ou presque de la saison passée. On ne les remplace pas comme ça. Même si Bertrand Traoré
de ce qu'on a vu en Ligue Europa, semble être un joueur qui pourrait satisfaire les attentes lyonnaises, même si Memphis Depay peut se révéler, même si Mariano Diaz est sans doute talentueux, mais on n'a pas encore eu l'occasion de le voir, et puis même ça va être difficile, très difficile pour lui de remplacer Lacazette. Je pense pas que les Lyonnais doivent s'attendre à ce que Mariano Diaz remplace Lacazette, du moins dans les médias. Ensuite, bon, le milieu de terrain d'Arder Touzard, oui, c'est des bons milieux de terrain. Après, est-ce que c'est supérieur au milieu de terrain des 4 clubs précités? C'est pas supérieur à Lopez Sanson, c'est pas supérieur à Serico Zelo. Je suis désolé. Pour l'instant, avec un entrejeu comme ça, la Lyon ne peut pas imaginer finir dans les 4 premiers de Ligue 1. Et pareil pour la paire de défenseurs centraux. Alors ça va se jouer entre Marcelo Morel et Mapuyanga Mbiwa. Marcelo, je ne le connais que très peu. C'est pas le Marcelo Alain du Real, bien entendu. Lui, il est latéral. Et puis Morel et Yanga Mbiwa, bon. Les supporters lyonnais savent très bien qu'il ne faut pas s'attendre à des performances de haut vol avec ces deux défenseurs centraux qui restent quand même des défenseurs centraux bons pour la Ligue 1, mais voilà. Pas de quoi sauter au plafond non plus. Puis, la recrue Marsal sur le côté gauche, s'il confirme sa saison comme il l'a fait avec Guingamp, ça peut être le bon coup. Franchement, voilà, Marsal et Traoré des bons coups, Diaz un pari. Puis bon, Marcelo, je ne le connais pas. Donc le recrutement lyonnais, il manque peut-être encore de volume, peut-être un autre buteur si jamais Mariano Diaz ne donne pas satisfaction. Pourquoi pas prendre un avant-centre qui a l'expérience de la Ligue 1? Pas une grosse star, hein, mais un joueur comme Boaris là qui est en train de pourrir en Ligue 2 avec Lorient alors que c'est pas du tout son niveau. Il pourrait très bien être remplaçant de Mariano Diaz à Lyon. Comme ça pourrait permettre de mettre en place une rotation si Mariano ne donne pas satisfaction. Parce que bon, c'est pas Maxwell Cornet, je suis désolé pour ses fans, mais qui va pouvoir apporter quelque chose au haut niveau. Et puis bon, les jeunes Maol, Lida, Zabana, Gueri ou Awar, ils n'ont pas encore 20 ans, donc ils vont certainement être lancés par Genesio, qui est un ancien du centre de formation. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'Olas a voulu le garder, c'est pour mettre en place la nouvelle génération. Je pense qu'une fois que la nouvelle génération sera mise en place, Genesio ne sera plus l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Déjà, ça m'étonnerait qu'il aille au terme de la saison. Je pense qu'il risque fortement de sauter au cours de la saison. La 6ème place, les Girondins de Bordeaux. Eh bien, ils avaient fini déjà 6ème l'année dernière, donc je ne les vois pas bouger. Parce qu'il n'y a pas eu des mouvements colossaux. Enfin, bon, il y a eu des bons coups sur le mercato. Costil libre, c'est un bon coup et ça règle le problème du gardien. Sabali côté droit, voilà, transfert définitif. Ça, c'est un bon coup. Et je pense que Paris risque de s'en mordre les doigts. Même si maintenant, avec Alves Meunier, il aurait peut-être pas eu trop le temps de jouer. Le Raguer, je ne le connais pas trop, donc je ne peux pas m'exprimer là-dessus. Bon, le départ de Roland, c'est préjudiciable, mais la triplette Malcolm, Laborde, Camano, ça reste quand même satisfaisant. Ça peut permettre de viser une 6ème place. Après, il y a un déficit de talent par rapport aux 5 premiers. Là, je dirais qu'il y a quand même un petit gouffre entre les 5 premiers et le groupe des 6, 7, 8, 9e que je vais vous citer. Mais Bordeaux, voilà, peut viser la 6ème place. Je pense que c'est le mieux qu'ils peuvent viser. Ce serait déjà une belle performance. D'autant que leur match en Ligue Europa, leur défaite contre Vidéoton, ne m'incite pas à l'optimisme. Après, bon, peut-être que c'était pour aérer le début de saison, j'en sais rien. Par contre, si Bordeaux a tout montré contre Vidéoton, là, par contre, ils sont mal barrés pour la saison. Ensuite, pour le 7ème rang, je vais prendre une équipe qui a un petit peu galéré l'année dernière, le LOSC, qui a fini en 11ème, et c'est pratiquement le meilleur classement des Lillois cette saison-là. Bon, ils ont eu des problèmes en interne avec plusieurs changements d'entraîneurs, hein, Colo
Enfin, d'abord Antonetti qui a été remplacé par Colo, qui a été remplacé par Passy. Passy qui lui-même remplacé par Bielsa. Donc Marcelo Bielsa, de retour en Ligue 1. Deuxième acte et demi. Il avait fait une journée de la deuxième saison de l'Olympique de Marseille. Le problème, voilà, je pronostique il est septième parce qu'avec Bielsa, on peut s'attendre à tout. Déjà, on n'est pas sûr qu'il termine la saison. Il peut très bien planter l'équipe à un moment. Il l'a fait à Marseille. Il l'a fait à la Lazio. Donc voilà, s'il y a quelque chose qui lui plaît pas, il s'en fout. Lui, il s'en va. Après, bon, il y a aussi beaucoup de mouvements dans l'effectif, hein, des joueurs qui n'étaient pas là l'année dernière. Regardez, donc le 11 type Maignan était là l'année dernière, mais il va remplacer Nyama. Je comprends pas trop bien ça, pourquoi virer Nyama. C'est un club de Ligue 1 d'un niveau moindre ou égal, cherche un gardien, voilà, c'est franchement, faut sauter sur l'occasion. Ensuite, la défense, Mier et Garier, c'est un pari. C'est une nouvelle recrue. Amadou, lui, il était déjà là l'année dernière et il devrait être capitaine d'ailleurs, alors que c'est un joueur qui a 23 ou 24 ans. Et puis les recrutements, ça y va. Alonso, Malqui, Mendes, Maya, Balotouré, Arojo, Pepe. Voilà, donc tous les milieux de terrain et deux des trois attaquants sont des joueurs qui ont été recrutés cet été. En fait, ça va être la pagaille pas possible. Je ne sais pas si l'équipe va trouver de la cohésion tout de suite. J'espère que ça va marcher. Bon, après, Bielsa est un fin tacticien, donc il saura peut-être trouver la recette. Mais je pense qu'il va avoir un retard à l'allumage, surtout à Lille, où ils sont souvent coutumiers du fait des mauvais débuts de saison. Quand on voit qu'en plus, ils veulent faire partir de Préville, qui a quand même marqué 14 buts l'année dernière, sans qui... je ne sais pas à quelle place aurait fini le LOSC sort de Préville l'année dernière. Ils auraient peut-être très bien pu lutter jusqu'au bout pour le maintien. Donc voilà. Après, s'ils recrutent une star offensive, pourquoi pas, mais on voit que Marseille galère. Bon, Bielsa, c'est peut-être un argument, mais pour un joueur, c'est quand même plus accueillant le soleil de Marseille que le froid du Nord et de Lille. À la 8ème place, un club qui a beaucoup investi dans ce mercato, le Stade Rennais. Alors le Stade Rennais en a marre de finir au milieu de tableau. Le problème, c'est que je pense que Rennes va finir à nouveau dans le milieu de tableau. Pourquoi ? Eh ben parce que cette équipe devant sont meilleurs. Hein. Même si le recrutement est vraiment intelligent. Hein. Pour 30 millions d'euros, ils auraient acheté Mawassa 7 millions, Ismail Assar de Metz 17 millions, Bourrigo de Lens, Marie Traoré de Reims. Voilà, franchement, le recrutement est très intelligent. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas remplacé Costil et je ne sais pas si Diallo est vraiment au même niveau. Puis voilà, c'est une équipe qui va être très jeune, qui a beaucoup de potentiel. Si Rennes a vraiment de l'ambition, c'est pas forcément pour cette saison, c'est peut-être pour la saison prochaine, histoire que ces joueurs gagnent en maturité. Je pense que Rennes ne fera pas trop de mal cette saison, mais pourra titiller par la suite les ténors. Et puis pourquoi pas viser une coupe, hein, si Paris lâche l'une des coupes. Je vois pas pourquoi Rennes ne pourrait pas imaginer jouer à fond les coups en Coupe de France ou de la Ligue. En 9ème position, le FC Nantes, 7ème la saison passée, qui a perdu contre Sao, qui a recruté Ranieri. Voilà, Ranieri, c'est un nom qui fait rêver. Les champions d'Angleterre avec Leicester. Après, voilà, il y a eu le gros coup Ranieri, et puis plus grand chose après. Deux joueurs de Porto, un échange avec Conceição, mais deux joueurs qui se sont blessés, qui ne seront pas là pour le début du championnat. Comme seul recrue valide, donc le défenseur central palois, qui est un bon défenseur central, mais qui avait perdu sa place vu que Toulalan recule au poste de défenseur à Bordeaux, et le gardien roumain Tata Rosanu, je ne sais pas si je prononce bien. Voilà, bon, ça ne permet pas de rêver plus haut. Le problème, c'est que Nantes s'est pas forcément renforcé, alors que des équipes que j'ai citées devant, Lille, Rennes, se sont effectivement fortement renforcés. Donc voilà, Nantes va vivre une saison tranquille. Après, Ranieri va peut-être sortir des pépites du centre de formation. On sait que Nantes
et amateur de cela. Je pense que Ranieri, il faut le laisser travailler. Il peut mener un bon projet sur le long terme avec Nantes. Mais ça risque d'être compliqué pour cette saison pour voir mieux que la 9e place au 10e rang. L'en avant de Guingamp qui a fini à cette même place l'année dernière. Voilà, statu quo, il n'y a pas de gros départ, il n'y a pas de grosse arrivée. L'arrivée d'Abdul Razaghi Camara qui veut peut-être se stabiliser, mais il y a surtout des bons jeunes joueurs de football comme Marcus Coco, comme Ludovic Blas, deux joueurs sur lesquels je mise pour être les révélations de cette saison. Deux joueurs qui ont la vingtaine d'années et qui pourraient s'illustrer avec leur club breton. Sinon, Briand, on le connaît. S'il réussit à faire les mêmes saisons que ces dernières années, ça pourrait être une aubaine pour l'en avant de Guingamp. La charnière Kerbrad-Sorbonne, c'est très expérimenté, ça connaît bien la Ligue 1. Donc franchement, cette équipe n'a pas vraiment de soucis à se faire pour la descente. Il y a suffisamment de qualité pour éviter de se battre pour le maintien, mais peut-être pas suffisamment encore pour jouer les places européennes, même si on rappelle que Guingamp l'année dernière est resté assez souvent dans le top 10 du classement. Et ça s'est fini avec une très belle 10e place. Alors pourquoi pas bis repetita cette saison. C'est tout le mal que je souhaite aux Bretons. À la 11e place, Strasbourg, le promu Strasbourg. Pourquoi ? Eh bien, c'est un club légendaire du championnat de France. Ils ont un entraîneur qui connaît un petit peu la Ligue 1 maintenant. Il l'a affronté déjà avec le Gazélec. Il a fini 19e avec un effectif qui était quand même très très faible. Mais il a longtemps cru au maintien. Et je pense qu'avec Strasbourg, vu comment les Strasbourgeois se sont renforcés, il n'y a pas trop de soucis à se faire pour eux. Regardez, en attaque, ils ont foutu Idriss Saadi qui marchait plutôt bien à Charleroi, en Belgique, et qui avait apporté satisfaction à la Saint-Etienne et au Gazélec Ajaccio par le passé. En plus, Thierry Laurier le connaît un petit peu. Ensuite, Jonas Martin et Benjamin Cornier, deux milieux de terrain expérimentés. Jonas Martin revient d'une expérience pas génial au Betis Séville, mais il a des qualités, franchement, pour tenir la baraque à l'entrejeu. Et puis Cornier, donc il perdait peu un peu sa place à Saint-Etienne. Si on retrouve le Cornier de Dijon, Strasbourg est bien parti pour se stabiliser en Ligue 1. Après, les joueurs comme Mangane en défense centrale, c'est quelqu'un qui connaît suffisamment bien la Ligue 1. Donc voilà, je pense sincèrement que le Racing Club de Strasbourg, emmené en plus par un des meilleurs publics de France, pourra très facilement assurer son maintien. Et puis il y a la dynamique de la montée, je la vois plus du côté de Strasbourg que du côté d'Amiens ou Troyes, on en parlera un petit peu plus tard. Mais voilà, je pense que Strasbourg peut espérer finir au 11e rang, ce qui serait une franche réussite pour les Alsaciens. On va passer au 12e, l'AS Saint-Etienne. Ça va être ma déception. Mais pourquoi ? Allez, je vois déjà les supporters de Saint-Etienne un peu râler. Le problème, c'est que Saint-Etienne est dans une période de transition. Il y a des joueurs qui sont toujours sur le départ, comme les Amouma, les Pajot et tout ça, qui sont encore sur le départ. Un changement d'entraîneur, Galtier venait de faire presque 10 ans dans le Forez. Il se fera pas remplacer comme ça. Je ne doute pas des talents de Oscar Garcia qui a obtenu de bons résultats avec le Red Bull Salzbourg. Seulement le problème c'est que voilà, Saint-Etienne a fini 8e l'année passée et que l'effectif n'est pas forcément meilleur. Le recrutement de Diony, c'est peut-être un bon coup. Encore que faut voir s'il arrive à s'adapter à un jeu peut-être moins offensif qu'à Dijon. Il manque un défenseur central à côté de Perrin parce que là, en théorie, ce serait Kevin Théophile Catherine. Le problème, c'est qu'il n'est pas défenseur central de formation. Puis Florentin Pogba qui s'était illustré comme un des bons défenseurs de Ligue 1 est sur le départ. Donc voilà, il manque vraiment de recrues parce que là, pour l'instant, ils sont pas meilleurs que l'année dernière. Le problème, c'est que, comme je l'ai dit, il y a des équipes qui se sont bien renforcées. Il y a des équipes comme Strasbourg qui vont avoir une dynamique en leur faveur. Là, la dynamique
à Saint-Étienne, elle est plutôt de tirer le club vers le bas. Je vois pas le club faire mieux que la 12e place, honnêtement. Une place dans le milieu de tableau, sans crainte pour le maintien. Mais c'est une saison de transition. Nul doute que Saint-Étienne pourra revoir plus ses ambitions à la hausse l'année prochaine. Au 13e rang, c'est la même place que cette année. Il y a des clubs que je ne vois pas vraiment bouger. Le TFC. Bon, ils ont perdu successivement les 2 dernières années leurs 2 très bons buteurs. Martin Braithwaite cette année et il y a Wissam Ben Yedder l'année précédente. Alors certes, Delors, s'il fait la même saison que la première à Caen en Ligue 1, ça pourrait être un très bon coup. Yaya Sanogo, c'est l'interrogation. Il était annoncé comme le grand espoir offensif de la France. Bon, il a déçu. Il a plus trop de temps à perdre. Donc voilà, c'est des paris. De toute façon, Toulouse, un peu comme Nice, qui est classé plus haut, ne peut pas imaginer un recrutement autre que des paris ou que des joueurs inconnus. Également Yannick Cabuzac, bon là j'ai pas super bien compris l'intérêt, mais bon, pourquoi pas, si ça peut amener un peu de caractère, ça plaira forcément au coach Duprat. Il y a la charnière centrale par contre qui est assez intéressante, hein. Julien Diop, c'est des défenseurs centraux qui ont de la taille, ça c'est important, des jeux de défenseurs centraux qui ont de la taille. Par contre les côtés Amiens et Moubandje, bon voilà, faudrait certainement recruter des latéraux pour pallier à cela. Et puis Alban Lafont, pour l'instant, il est à Toulouse. Je suis pas sûr qu'il va rester encore longtemps, vu ses performances. Toulouse a enfin trouvé un bon gardien, c'était le problème, hein, avec quand il y a eu Amada, voilà, on s'est pas mal moqué de lui. Il y a eu Marc Vidal et Valverde auparavant, donc voilà, ça faisait une dizaine d'années que Toulouse cherchait un bon gardien. Là, ils l'ont avec Alban Lafont, espérant qu'il tienne la baraque et qu'il reste pour le TFC dans leur équipe. Au 14e rang, je place le SCO d'Angers. Le SCO d'Angers qui était une équipe qui misait beaucoup sur le physique. Je dis pas qu'il faut réduire l'équipe à ça, hein, mais elle misait beaucoup sur le physique. Le problème, c'est que le joueur le plus physique de l'équipe, Chekendoy, est parti en Angleterre. Et que pour le remplacer, Santa Maria et Mangani, c'est pas forcément les milieux de terrain les plus physiques de France. Donc soit Angers va entamer une mutation sur son jeu, soit Angers va recruter. Bon, dans le style, il y a quand même pour l'avant-centre Enzo Crivelli, ça c'est un bon point. Donc pour l'esprit angevin, la dalle angevine, Crivelli c'est un bon coup, 4 millions d'euros, c'est un petit investissement pour un club de Ligue 1 du niveau du SCO d'Angers, mais je pense que c'est un bon coup et que c'est le genre de joueur qui peut permettre à une équipe de ce niveau de se maintenir en Ligue 1. De toute façon, pour se maintenir, il y a deux façons. Soit pour le mercato, soit on la joue comme le faisait le FC Metz l'année dernière, on recrute des joueurs expérimentés. Ça a bien marché pour Metz, hein, qui est resté en Ligue 1, qui a fini 13e ou 14e, je ne me rappelle plus. Et soit on fait comme Dijon, on recrute des joueurs de bas niveau, enfin de bas niveau, je m'entends, des joueurs qui jouent au niveau amateur, et on compte sur des talents individuels. Donc soit on prend 11 joueurs d'un niveau correct, soit on a un effectif moyen, mais avec 2-3 individualités, comme il y avait Diony et Lesmelou l'année dernière, qui ont permis à Dijon de se maintenir en Ligue 1. On va passer au 15e de ce pronostic. Et quand on parle d'individualité, ce club en a une exceptionnelle. Yvan Santini pour le Stade Malherbe de Caen, que je vois donc finir à la 15e place. Caen s'est sauvé à la dernière journée l'année dernière. Je les vois un petit peu plus tranquilles cette année, au vu de la concurrence qui s'est peut-être un peu abaissée. Et puis il y a le recrutement d'un joueur qui est annoncé comme un bon espoir, c'est Stéphane Peters qui évolue en Belgique. J'attends de voir s'il est du même acabit que Santini, même si Peters lui joue poste de milieu, s'il est du même niveau, ça pourrait être très intéressant pour les Canets. Sinon, l'attaque Rodelin, Basile, Santini, bon, ça permettra certainement de se maintenir en Ligue 1, surtout donc avec Santini qui a claqué une quinzaine de buts l'année dernière.
Ferré, Peters et Sanko aussi, Kevin Guingamp qui est un bon espoir, voilà, un milieu de terrain qui allie talent et expérience. Et la défense, Gilbert Da Silva, Djikou et Mourou. Voilà, c'est suffisant pour se maintenir. Je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire pour Caen. Les soucis à se faire, c'est plus à partir de la 16e place. Donc, je vais commencer tout de suite avec le 16e, Montpellier, qui avait fini une place plus haut, 15e l'année dernière. Bon, déjà, il y a eu le malheureux événement du décès de Loulou Nicolin. Ça peut affecter un club qui a été créé par ce cher et regretté Loulou. Le problème de Montpellier, c'est que l'année dernière, ils avaient beaucoup misé sur Rayad Boudbouz et qu'il est quand même très très proche de quitter le club, notamment pour le Betis Séville. Donc voilà, ce serait une grosse perte. Sachant que Montpellier a également perdu Mounier, son meilleur buteur. Faut tout reconstruire. Est-ce que Sio est au même niveau? Je ne suis pas totalement certain. Après, il y a Restem Benza, il connaît sur les côtés, donc ça suffira certainement offensivement. Il y a également Nilton qui tient toujours la baraque en défense. Il y a Benjamin Lecomte qui est un bon gardien, même si l'année dernière il a été un peu décevant avec Lorient. Oui, il y a de la qualité, certes, mais pas de quoi espérer se sauver facilement. Il manque vraiment la qualité. L'effectif est homogène, mais il manque de qualité, tout simplement. Pour la relégation, j'ai hésité entre deux clubs pour le barrage. Et c'était donc l'équipe que je vais vous citer, puis l'équipe que je vais vous citer après. Donc finalement, après mûre réflexion, je place à la 17e place le FC Metz. Pourquoi si bas pour une équipe qui a fini 14e? Bien, tout d'abord, si Metz a fini 14e, c'est grâce à la deuxième partie de saison. Et en deuxième partie de saison, elle avait un joueur qui a quand même marqué 8 buts en 12 matchs, ce qui est un sacré ratio, Tchèque Diabaté. On peut se moquer de lui, mais Tchèque Diabaté a sauvé en partie le FC Metz l'année dernière. Le problème, c'est que il est parti, et que le joueur qui avait scoré dans la première partie de saison, Mevluterding, est revenu de près à Hanovre. Du coup, Metz a misé sur Nolan Roux, un Nolan Roux qui n'est plus en odeur de sainteté à sainteté. Joli le jeu de mots au passage. Est-ce que Roux va pouvoir tenir la baraque devant? J'en suis pas certain. Il n'a pas le même style de jeu que Diabaté. Le problème, c'est que Diabaté convenait parfaitement au style de jeu physique du FC Metz. Voilà, ils avaient été à un moment sur Crivelli. Bon, ils se sont fait passer devant par Angers, mais Crivelli ça aurait été peut-être un avançant plus adapté au jeu messin. Il y a également la défense qui n'a pas bougé alors qu'elle a encaissé 72 buts la saison dernière. Après, pourquoi je pense que cette équipe va se sauver plutôt que le 18e que je vais vous citer tout à l'heure? Parce qu'elle a quand même de l'expérience en Ligue 1 avec des joueurs comme Jouffre, comme Coad, comme Bisevac et Assou Ekuto. Voilà, 4 piliers qui font vraiment du bien au FC Metz. Après, si les Messins recrutent dans l'entrejeu, notamment parce qu'il va y avoir des départs avec Mandjek qui est parti à Prague et Doucouré qui est en partance également, s'ils arrivent à recruter dans l'entrejeu, parce que Poblet il est un peu inconnu pour l'instant en France, ils pourraient pourquoi pas espérer mieux que la 17e place, même si je pense que ce rang suffirait au bonheur de tous les supporters messins et des dirigeants. C'est tout le mal qu'on leur souhaite. Donc je vais passer aux 3 relégables. Le 18e du classement pour moi, c'est l'Amiens. Alors, pourquoi Amiens? Pourquoi déjà je les vois entre guillemets si haut alors que beaucoup des observateurs les voient derniers? Ben, il n'y a pas vraiment de perte par rapport à Dijon, parce que c'est une des équipes que je n'ai pas citées. Donc voilà, les 2 équipes qui restent, c'est Dijon et Troyes. Donc il n'y a pas de perte par rapport à Dijon, et l'effectif me paraît quand même meilleur que celui de Troyes. Déjà, il y a l'avancement de Fodé Koïta qui s'est illustré auparavant avec Caen. Je pense qu'il peut se révéler en Ligue 1. Il y a des paris comme Kakuta, et quand on a un club comme Amiens, on peut espérer mieux que des paris. Il y a Manzala, qui est un joueur qui s'est parfaitement illustré en Ligue 2 auparavant avec Le Havre.
Puis il y a une équipe qui est sur la dynamique folle de la montée. Et on sait que des équipes qui sont sur une bonne dynamique peuvent faire des miracles. On a vu Angers il y a 2 ans qui a titillé pendant la plus grande partie de la saison les gros. Il y a Gürtner aussi qui est un bon gardien qui aurait mérité d'être élu meilleur gardien de Ligue 2, mais la Ligue 1 en a décidé autrement. Il y a Bonnemer qui a de l'expérience, donc voilà, un effectif somme toute assez correct et qui peut espérer arracher le barrage. C'est mieux pour moi que Dijon et 3. Et ben on va passer d'ailleurs au 19e. Dijon, football, Côte d'Or. Alors, le problème de Dijon, c'est que l'année dernière, ils avaient 2 joueurs exceptionnels, Lesmelou et Dionis. Seulement, Lesmelou est parti à Nice, Dionis est parti à Saint-Etienne. Et pour les remplacer, il y a Jeannot, qui n'a rien fait l'année dernière avec Lorient. Il avait voulu partir et les Lorientais lui ont refusé. Et Lesmelou, mais il n'a carrément pas été remplacé, hein. Si ce n'est par Wesley Saïd, mais c'est un pari. Alors, honnêtement, l'effectif de Dijon, qui comptait beaucoup sur ces 2 individualités l'année dernière, leur a dit au revoir. Et derrière, bon, c'est pas la panacée. Il y a Balmont, que beaucoup d'entre vous connaissent. Seulement Balmont, il va avoir 36 ans. Je doute qu'il tienne toute la saison, même si c'est un joueur, franchement, de très bon niveau. Il y a Varro, qui lui en a 39, qui est encore titulaire en défense centrale. La seule chose que je souhaite à Dijon pour cette saison, pour éviter que ce soit la catastrophe totale, c'est d'arriver à garder Baptiste René, qui a sauvé la mise du club l'année dernière. Si René part, je ne vois pas de Dijon 19e, mais carrément dernier. Donc faut vraiment que Dijon s'attelle à cette tâche. Sinon, bon, voilà, l'effectif est relativement faible. Le recrutement moyen pour l'instant. C'est un recrutement qui ne remplacera jamais la qualité des 2 joueurs qui sont partis. Donc voilà mon pronostic pour Dijon, la 19e place. Et enfin le 20e rang pour l'Estac. Un habitué du fait, un habitué de l'ascenseur. Et pourquoi je revois 3 descendre? Je crois que 3 n'a pas forcément compris la leçon. Je ne vois pas trop où est le recrutement. Viscarando et De Pline, c'est léger. Je suis désolé, l'animation offensive, même si Nian est meilleur buteur de Ligue 2, on a déjà vu des joueurs qui se sont crachés. Je ne lui souhaite pas, hein. Mais voilà, Darbion et Kawi. Darbion, il est vieux. Et Kawi, c'est pas du tout son niveau. Nivet est un joueur exceptionnel pour ses 40 ans. Mais il a 40 ans. Au niveau de la vitesse de Ligue 1, tu vas avoir un Nivet face à des mecs comme Neymar. Tu verras que Nivet sera encore au rond central quand Neymar il sera déjà au poteau de corner. Non mais c'est parfaitement ça. Et bon, la charnière centrale Viscarando et RL. Viscarando, il a jamais été exceptionnel avec le FC Nantes. Et RL, on ne le connaît que très peu. Enfin, dans les buts, on aura Mamadou Samassa. C'est l'interrogation. Bien, j'en ai terminé pour ce classement, ce pronostic de Ligue 1. Je vous rappelle le pronostic. Premier, Paris Saint-Germain. Deuxième, Monaco. Troisième, Marseille. Quatrième, Nice. Cinquième, Lyon. Sixième, Bordeaux. Septième, Lille. Huitième, Rennes. Neuvième, Nantes. 10e, Guingamp. 11e, Strasbourg. 12e, Saint-Etienne. 13e, Toulouse. 14e, Angers. 15e, Caen. 16e, Montpellier. 17e, Metz. 18e, Amiens. 19e, Dijon. Et le 20e, l'Estac. Bien voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo qui est un peu longue. J'essaierai de faire plus court les prochaines fois, d'éviter les monologues. J'espère que j'aurai de quoi faire des montages, enfin que je saurai à peu près en faire, que je pourrai me filmer avec une meilleure qualité et un meilleur son. En attendant, si vous voulez bien partager, liker cette vidéo, bon voilà, vous avez l'habitude avec des youtubeurs qui sont vachement expérimentés. Moi voilà, je le fais seulement pour le plaisir et par passion du football. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des idées de thèmes, n'hésitez pas à me le dire. Et voilà, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos.
Bye.